Cette vidéo est la deuxième partie de notre débriefing sur notre expérience en Roumanie. Je vous conseille aussi de voir la première qui parle des paysages, des villes et des châteaux en Roumanie. Celle-ci s'intéresse aux traditions, aux routes et transports, à l'hébergement, à la nourriture et à nos anecdotes lors du voyage. Voilà, passons aux points qui vont faire maintenant un peu plus polémique. On va parler des traditions de nos chers amis roumains. Bon, déjà, c'est un pays qui est très, très religieux, de ce que j'ai pu en voir. Donc, c'est le christianisme orthodoxe, hein. Donc, on a vu beaucoup de personnes assez, comment dirais-je, illuminées. On a vu à Bucarest une religieuse faire le tour de l'église de Stavropoleos avec un bout de bois. Elle frappait dans un bout de bois, enfin, j'ai pas trop compris. Ça fait partie des cultes, de l'orthodoxie, je sais rien. Et puis on a vu des choses un peu plus, encore plus particulières. On a vu des gens embrasser les icônes dans les églises, donc ça apparemment ça se fait. Des gens prier devant chaque icône. On a visité aussi un monastère à Sinkaveke. C'est un monastère troglodyte. Mais le plus particulier qu'on ait fait, je pense que c'est à Sarıkköy, donc à l'est, là, quasiment au bord de la mer Noire. C'est une ville dans une région, en fin de compte, où il y a eu un schisme par rapport à la religion orthodoxe. C'est les Lipovans, la communauté Lipovan, c'est les vieux croyants, les Old Believers, qui ont des particularités dans leur culte religieux. On sent que vraiment c'est très, très important pour eux. On a visité donc des églises assez jolies, surtout de l'extérieur, donc une église bleu pastel, là. Même les gouttières étaient bleues, donc très jolie de l'extérieur, et on a visité à l'intérieur, il n'y avait que des femmes. Enfin, les gens me regardaient bizarrement aussi, peut-être que j'avais pas le droit de rentrer, je sais pas. Donc on est rentré, on a fait nos curieux, hein, tant pis. On a offensé les dieux, hein, mais tant pis, c'est pas grave. Hein. Et on est rentré, et en fait, c'est assez particulier, je m'imaginais pas du tout l'église comme ça. C'est un enchaînement de plusieurs salles, séparées par des portes, avec des sortes de bancs sur les côtés uniquement, avec plein de coussins. Et les gens s'assoient dessus comme ça et ils attendent. Ils restaient nous regarder quand on passait, donc genre, on devait être de l'attraction du jour forcément. On voit les femmes prier devant l'entrée en fait. Elles prient même devant chaque... Devant chaque icône en fait. Ouais, chaque icône, j'ai l'impression. Si, Fois, si. elles font le signe de la croix et puis elles font des mouvements d'avant en arrière comme ça. Mais elles le font au moins 5 ou 6 fois. Et on est rentré à l'intérieur aussi, mais on peut pas filmer et il y avait pas mal de monde donc j'ai évité. Et j'ai l'impression qu'il y avait que des femmes. Donc aussi bien c'est un truc juste pour les femmes. Et toi t'es rentré. Et moi je suis rentré. Elles sont restées. C'est peut-être pour ça qu'ils ont regardé trop chelou. Oui, elles nous ont regardé trop bizarre. Et on aurait dit qu'elles attendaient qu'on parte pour dire quelque chose. D'ailleurs dans cette ville-là, on est allé au bord du lac Razim. Pas très propre, clairement. Et on a vu des Français à cet endroit-là. On n'est pas allé les embêter, mais il y avait des Français pile à l'endroit où on était. C'était assez original. Donc le chien qu'on voit dans la vidéo, c'est un chien français. Pour rester dans les traditions, on a vu aussi beaucoup de charrettes sur les routes. Peut-être 2 ou 3 fois par jour. Après, ça dépend des coins aussi, mais on a vu beaucoup de charrettes quand même. Donc, quand on roule en Roumanie, il faut quand même faire attention dans les virages quand on arrive, ce que ne font pas forcément les Roumains d'ailleurs. Des charrettes, on en a aussi vu dans le musée national Astra. C'est une association qui a mis en place ce musée pour garder un peu les coutumes et puis montrer un peu les traditions du pays. Donc, c'est assez intéressant comme musée parce qu'on voit les outils utilisés, les moyens de transport et donc dont la charrette. C'est lourd. Et c'est d'ailleurs à cet endroit que Loeva a inauguré la danse de la joie. On n'a pas clairement l'explication dans la vidéo, mais c'est parce qu'en fin de compte, quand on a planifié le voyage, on utilisait beaucoup Google Street View et on est tombé sur un gars qui était dans Google Street View en train de travailler à cet endroit-là, prénommé Jean-Jacques. Je sais pas comment il s'appelle, mais en vrai, on l'a prénommé Jean-Jacques. Il n'était pas flouté sur Street View. Et quand on est allé là-bas, on se dit, peut-être aussi bien, on va le voir. Et on est quasiment persuadé que c'était lui qu'on a vu en train de faire des travaux. Donc,
On a bien rigolé parce que franchement, c'était quand même assez improbable. On a vu Jean-Jacques, ça danse de joie. Ça danse de joie. C'est quoi cette danse? Tu viens de l'inventer ou? Bah oui. Autrement, pour en revenir aux traditions, on a vu pas mal de paille en train de sécher sur des séchoirs qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a plus du tout en Europe de l'Ouest, parce que maintenant on fait des bottes de paille, parce que eux ils n'ont pas les équipements pour. Ils utilisent vraiment ces séchoirs pour sécher la paille, qu'on se représente quand on imagine l'Europe de l'Est. Et un truc qui nous a interpellé aussi, c'est le fait que les animaux domestiques, comme les vaches, les chevaux, les moutons, quand ils sont dans les champs, ils sont pas enfermés en fait. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de fil pour les empêcher de partir. Et apparemment, ça a l'air de plutôt bien marcher. Quelquefois, on a vu des vaches sur la route. Donc c'est assez étrange que ça fonctionne d'ailleurs. Alors, parlons maintenant des routes et des transports. Et là, il y a de quoi dire. Bon, d'abord les routes. Enfin, on est passé sur pas mal de routes qui étaient assez compliquées, même si c'est pas les pires que j'ai faites. Il y avait quelques routes, quelques déviations où vraiment on avait peur de crever, quoi. Par exemple, sur la route pour aller vers Kartsar, il y a eu une légère déviation où il a fallu qu'on passe par des routes un peu merdiques. Et la route vers Rapparochi aussi, la route vers Germana aussi. En fin de compte, dès qu'on sort un peu des sentiers battus, c'est plus compliqué de circuler. La route vers Géamana, on a mis des lustres et des lustres à y arriver. On avait peur même de pas arriver avant la nuit, parce que vraiment la route était dégueulasse, quoi. On le voit d'ailleurs dans les vidéos, hein. Et finalement, on est tombé sur une dame qui nous a gentiment indiqué la route. Et on est allé trop loin, donc on est allé encore plus loin que prévu. Et finalement, pour le retour, on a fait la route de nuit, parce que on était clairement trop tard. On a vu des biches sur la route. Et puis, une fois sorti de cette route pourrie, on a bien checké que la voiture n'avait rien, parce que vraiment, on n'était pas rassuré. Et pareil, une autre route un peu pourrie, c'est quand on allait du Napoca à Oya Forest. La route, c'est pas qu'elle était impraticable, quoique encore, il y avait beaucoup de grosses pierres sur la route. Mais le truc, c'est qu'elle était en pente, mais vraiment, c'était très compliqué de monter, quoi. On a vraiment peur d'abîmer la voiture, donc on a fait demi-tour, on a fait un grand détour pour finalement aller vers la partie nord de la forêt, où les routes étaient plus praticables. Mais finalement, quand on est reparti, on est aussi tombé sur des routes qui étaient vraiment compliquées, parce que quand les gens roulent à cet endroit-là, déjà c'est trop bizarre, on roulait dans des sortes de champs, enfin c'était pas, on avait même l'impression de ne pas voir clairement où était la route. Puis il y avait des endroits où les gens devaient rouler tout le temps au même endroit. Et du coup, ça faisait des dénivelés entre l'endroit où les roues étaient passées et le reste du sol. Donc, ça faisait des gros trous. Et donc j'étais obligé de sortir de la voiture pour guider l'Eva, pour dire il faut plus à gauche, plus à droite, machin, pour réussir à passer, parce que sinon la voiture se bloquait. Elle n'était pas assez haute en fait, elle se bloquait sur le sol. Un petit casse-tête, mais on a réussi à descendre finalement sans abîmer la voiture. On a abîmé la voiture plus tard. Alors en Roumanie, les gens ils roulent un peu, c'est un peu des fous sur la route, faut le dire. Ils dépassent dans les virages, ils dépassent quand c'est limite, vraiment très limite pour dépasser. Il y a des gens qui pètent des câbles parce qu'on roule aux vitesses limitées. Je pense notamment à une certaine personne en camion qui était derrière nous quand on arrivait à Buzău. Alors que c'était la tempête, il pleuvait, on voyait quasiment rien devant nous et la route c'était une sorte de... Ouais, on peut appeler ça une rocade de la ville de Buzău, limitée à 70. Au départ, elle était à 2 voies, le camion ne dépasse pas. Je me mets devant lui, je roule à 70. Et là, il commence à klaxonner sur au moins 10 bonnes minutes. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai continué en fin de compte à rouler à 70, mais le gars arrêtait pas de faire des appels de phare, se mettre en plein phare. Moi j'ai mis mes feux de brouillard arrière du coup, hein. Et il arrêtait pas de nous klaxonner, à la limite de nous foncer dedans presque. Quand il nous a dépassé, quand c'est revenu à 2 voies, c'est échangé quelques insultes bien sûr, bien méritées pour sa part en tout cas. Et on en a vu des choses aussi, des gens qui dépassent par la droite quand il y a des travaux sur la route, des gens qui dépassent n'importe comment. Mais bon, le plus compliqué aussi c'était probablement la traversée du Danube. La traversée en soi a été très efficace, faut le dire. Ça a été très rapide et très efficace malgré le temps un peu pourri et malgré le Danube qui était assez mouvementé aussi. La traversée s'est faite très rapidement. Donc quand on est arrivé côté Smardan, il n'y a qu'une navette qui fait aller-retour. Les gens en face attendaient d'y aller à notre place sur la navette. Et comme on était dans les premiers à sortir, quand on est arrivé sur la route, il y avait un camion qui dépassait 2 autres camions et qui ne voulait clairement pas reculer alors qu'il était sur notre côté de la route. Donc il y a un mec qui était là à pied qui a commencé à nous gueuler dessus pour qu'on recule. Finalement j'ai reculé et on avait une Dacia Logan et le problème avec ce genre de voiture c'est que quand on regarde dans le rétro arrière on voit rien du tout de ce qu'on fait. La fenêtre à l'arrière était tellement petite qu'on voit pas grand chose quand on recule et en plus comme on était resté dans la voiture le moteur éteint pendant la traversée, il y avait de la buée partout sur les vitres donc je voyais rien de ce que je faisais. Le gars me pressait pour que je recule, j'ai reculé, j'ai cogné dans une poubelle qui était sur un poteau à l'arrière. Quand on est reparti énervé, on a regardé et on n'a rien vu.
Et en fin de compte, on avait clairement une fissure sur le phare gauche arrière. Ça aura son importance pour la suite. Voilà, et puis le jour 9, on a repris l'avion, on s'est levé assez tôt le matin pour aller laver la voiture parce qu'elle était vraiment dégueulasse, pour la rendre à Hertz, la compagnie de location de voitures. Et on a vraiment eu du mal à trouver une station de lavage parce qu'il n'y a pas... En fait, dans les stations essence, il n'y a pas de station de lavage à côté. Et donc, tout ce qu'on a trouvé, encore, on a réussi à la laver, mais vraiment de justesse, c'est une station de lavage maison, quoi. Vraiment faite maison. Enfin, c'est fait main, quoi. Clairement, littéralement fait main. On a envoyé la voiture là-bas. On a 13 laits, donc ça devait valoir moins de 3 euros. Le premier gars a travaillé au Karcher la voiture pour faire le cours du boulot. D'ailleurs, ça aurait suffi. Hein. Il est passé d'ailleurs sur le phare arrière gauche qui était fissuré. Donc, on avait peur que ça enlève un morceau du phare et que là, ce soit clairement voyant. Heureusement, il n'y a pas eu de problème de ce point de vue-là. Mais donc le gars passe ça, et ensuite la voiture est envoyée juste à côté, à moitié sur la route. Hein. C'est dans une sorte de... Pas du tout au bord de la route principale, c'est sur une toute petite rue, dans un virage. Enfin, vraiment le truc assez particulier. Et donc ils sortent de la voiture, et ensuite 2 personnes vont venir nettoyer la voiture, mais comme jamais j'ai nettoyé ma voiture. Avec des torchons en fin de compte, et puis ils ont toute leur technique pour nettoyer bien la voiture dans tous les angles et tout. Enfin, ça a duré une demi-heure le truc, c'était assez particulier. Donc juste après, quand on allait rendre la voiture avant de retourner à l'aéroport, on est tombé sur le même gars qu'on avait vu donc, de chez Hertz quand on était arrivé, qui a fait un check-up de la voiture, et on priait pour pas qu'il voit la fissure sur le phare arrière gauche, parce qu'on avait donc 600 € de caution déjà déposé. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu quelque chose que nous on n'avait pas vu. C'était des tout petits pocs sur le capot à l'avant de la voiture, où on n'a aucune idée de comment ça a été fait. Et il nous a dit clairement, je n'aurais pas pu ne pas les voir. Il m'a dit ça clairement, les yeux dans les yeux, je n'aurais pas pu ne pas les voir. Et en revanche, il n'a pas vu le phare fissuré à l'arrière. Donc, foutage de gueule. Ouais. Donc, clairement, à mon avis, ils sont pas très honnêtes et ils cherchent juste à trouver un petit problème. Dès qu'ils ont un problème, après c'est bon, ils sont contents. Histoire d'encaisser la caution, parce que faut pas me faire croire que la caution qu'on a payée 340 €, je crois, dans ces eaux-là, faut pas me faire croire qu'ils vont utiliser cet argent pour retaper le capot à cause de 3 pauvres petits pocs. Donc heureusement, on avait pris l'assurance et heureusement, on a été remboursé à hauteur de ce qu'on a payé en caution. Parce que sinon, je l'aurais eu très mauvaise, clairement. Voilà, maintenant on va parler des hébergements. Plusieurs guest house. Alors, la première qu'on ait faite, c'était à Bucarest même. C'est la Casa Mica, qui était plutôt sympa. Après, on n'a pas pu trop en profiter parce qu'il faisait pas assez chaud pour la piscine à l'extérieur. Et puis qu'on était clairement trop tard pour en profiter de toute façon. Après, il y avait quelques trucs un peu moyens. Déjà, il chauffe beaucoup, mais vraiment, tout était à fond quand on est arrivé. On a mis la clim, du coup. On était en septembre, quoi. C'était toujours l'été quand on était arrivé là-bas, en l'occurrence, c'était le 21 septembre. Et dans la salle de bain, il y avait une fuite d'eau, et c'était marqué attention, ne pas utiliser le sèche-cheveux sous peine d'électrocution. Ça laissait un peu à désirer. Mais le plus bizarre avec cet hébergement, c'est ce qui nous est arrivé en plein milieu de la nuit. Apparemment, il était 4h30, j'ai pas fait gaffe, mais apparemment, il était 4h30. Il y a une personne qui est rentrée clairement dans notre chambre, ouvert la porte, et commençait à parler, mais sur un ton... après, on était un peu dans les vapes parce qu'on dormait, donc moi, j'ai fait comme si je dormais toujours pour au cas où il se passe un truc, je sais pas. Et en fin de compte, la dame commence à parler, comme s'il nous engueulait j'imagine que c'était du roumain. C'était très, très bizarre de se faire réveiller comme ça. Loeva qui fait... un truc comme ça. Et la dame est partie. On n'a jamais su le pourquoi du comment. Le lendemain, quand on a parlé avec la personne, on a esquivé le sujet, pas sûr de vouloir savoir ce qui s'était passé, et on est parti. Et puis aussi, dans cet appart-là, la clim a fui en plein milieu de la nuit aussi. Elle a goûté, et forcément, il y avait un de nos sacs en dessous, bien évidemment. Alors en revanche, l'hôtel de la nuit suivante, rien à dire. C'était Downtown CBU, donc en plein centre de CBU, comme son nom l'indique. On était à peut-être 200 mètres du centre de CBU, donc la place où il y avait la fête. Donc vraiment, c'était très très pratique. Sauf pour se garer, il a fallu qu'on marche un peu avec toutes nos affaires pour aller jusqu'à l'hôtel, mais c'est vraiment à côté de tout, donc c'était vraiment très pratique. En plus, la chambre était assez moderne. Donc la nuit suivante, ensuite, on a dormi dans les Apuseni, à Baia de Ariège. Alors là, déjà pour accéder à l'hôtel, c'était une galère. Pareil, on était sur une route en pente, mais impossible de monter, et la voiture, on revenait de Yamana, donc on avait peur de crever les pneus, donc on a réussi quand même à arriver. Du coup, il était assez tard. Il y avait personne qui parlait anglais. Quand on est arrivé, ils avaient pas l'air d'être au courant qu'on était censé dormir chez eux. Et puis ensuite, la chambre était pas folle. Ça sentait les égouts dans la douche. Non, c'était pas fou. En plus, il fallait payer obligatoirement par cash. Donc le lendemain, j'ai dû me taper 1 ou 2 kilomètres pour aller juste chercher du fric. Donc, c'était assez difficile de se faire comprendre. Donc le 4e soir, après, on est arrivé à la résidence Cosbook, qui est notre coup de cœur du voyage,
Sighișoara, chez la petite dame. Quand on est arrivé chez cette dame, on rentre dans la maison et donc elle a une salle d'accueil en fin de compte des gens avec un comptoir qui arrive à peu près à ce niveau-là, quoi. Et donc la dame, elle nous dit bonjour, très sympathique. Et puis elle parlait pas trop anglais, c'est sa fille qui traduisait beaucoup. Et puis elle va derrière le comptoir. On la voyait plus derrière le comptoir tellement elle était petite. Elle sort un plateau avec 4 verres pour les shots. Et puis elle nous verse une liqueur qu'on doit boire en guise de bienvenue. Et donc je soupçonne que c'est de la Hatsuika, donc de l'eau de vie de prune, un alcool traditionnel. Et donc c'est apparemment ils font, donc eux ils n'en ont pas pris bien sûr, parce que s'ils faisaient ça pour chaque personne qu'ils accueillent tous les soirs, ça serait un peu compliqué. Donc je l'ai bu cul sec sans me poser de questions, parce que j'entends eau de vie et je me dis ouais, on va peut-être boire ça assez rapidement. Et en effet, on le sent vraiment passer. Et Loeva, elle ne l'a pas bu d'un coup. Elle a juste mis ses lèvres dans l'alcool et ça a commencé à piquer. Vraiment, c'était horrible. Et elle l'a bu vraiment petit à petit. Ça devait être encore pire. Surtout que les deux autres restaient nous regarder en mode hey, tu bois, t'es obligé. Donc c'était assez drôle. Donc, ces personnes-là étaient vraiment très sympathiques. Ils avaient un parking privé. Le lendemain, quand on était censé partir à 10h, je crois, je leur ai demandé si on pouvait laisser la voiture plus longtemps pour visiter Sighișoara. La laisser sur leur parking, il n'y avait pas de problème. No problem, c'est la personne. No problem. No car, no problem. Room, no problem. Elle nous disait ça tout le temps, no problem. Si on avait besoin de rester le soir même, on pouvait rester, machin. Donc, très, très, très sympathique, la personne. Car, no problem. Après, elle était là. Attends. Room. Elle demandait s'il y avait eu des problèmes. Après, vous avez ça. Hein? Non. No problem. Donc après le 5e soir, on est arrivé à Brasov, dans un appart en fait, c'était totalement un appart, on avait tout, on avait cuisine, salle de bain, douche. Et la personne qui nous a accueillis était aussi très sympathique, pas de soucis là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus, hein. C'est vraiment, donc c'est Ava Republic à Brasov, donc ouais, très, très sympa comme booking. Et le lendemain soir, quand on est arrivé à Buzău, juste après s'être fait harcelé par le camion fou. On est arrivé donc à Buzău devant une façade qui donnait vraiment pas envie, la Casa Positive Relax. Les lampadaires de la ville qui buggaient juste à côté, ça faisait vraiment l'endroit un peu pas très rassurant. Et en fin de compte, je crois que ça fait restaurant, ça fait bar et puis ça fait hôtel. Donc en fait l'hôtel était très, très correct, hein. C'est juste que les personnes parlaient pas vraiment anglais et c'était assez compliqué de se faire comprendre. Si bien que quand la personne nous a ouvert pour aller dans notre chambre, quand on leur posait des questions sur les horaires, on s'est muni d'une télécommande pour communiquer, pour dire à telle heure il y a tel machin, en utilisant une télécommande. C'était assez intéressant comme manière de communiquer. Il faut utiliser l'environnement pour pouvoir communiquer, c'est important. Ça permet de se sortir de situations quand les gens parlent pas forcément anglais. Après le 7e soir, on a dormi à Babadag, dans une guest house assez particulière. C'est une personne qui a des chalets dans son jardin, et dans son jardin il y a plein de trucs assez creepy, des mannequins, des moitiés de mannequins plutôt, on va dire ça comme ça, des nains de jardin, des trucs 15 fois trop de décoration. Et à la fois ils avaient l'air sympas quand on est revenu après avoir mangé, à la fois ils étaient un peu creepy quand même. Le chien, il nous courait après dans tous les sens. Tiens, Inou, je crois qu'il a son petit quart d'heure de folie en fait. Il va me mordre ou quoi? Il m'a dit qu'il allait me mordre. Je te fous un coup de pied si tu me mords. On va pas sortir. Et puis eux, je sais pas, on l'entendait couper des bouts de bois avec sa tronçonneuse. Enfin, c'est vraiment le... J'ai rien contre eux, mais c'était vraiment le profil typique du tueur en série, quoi, le truc. Donc, on se disait, si demain on est mort et en morceaux, ça m'étonnerait pas, quoi. Donc, et parce que quand on est arrivé, on pensait repartir directement après pour aller manger, ils nous avaient enfermés à clé quand même à l'intérieur de la propriété, donc c'est bizarre quand même. Et puis le dernier soir, on n'est pas tombé sur des gens aussi bizarres. On a dormi pas loin de l'aéroport, c'était à Otopeni. Il ne faut rien à redire là-dessus, la chambre était sympathique. Et puis la personne qui nous accueillait était très sympa, donc non, pas de soucis là-dessus. Voilà, donc maintenant on va parler de la nourriture. Comment résumer ça en une phrase? Je dirais, si la Roumanie n'est pas connue pour son art culinaire, c'est pour une bonne raison. C'est assez, ça a un peu une influence italienne, hongroise. Le premier repas qu'on ait pris, c'était à Bucarest, au Carucubere, où on a pris, alors j'ai pris de la polenta, il y en a partout là-bas, c'est pas dingue franchement.
des saucisses sans peau, là, comme j'en avais pris dans les Balkans. C'était pas le meilleur repas de ma vie, hein, bien sûr. Donc encore une fois qu'on avait fini, on s'est levé pour aller payer. Sauf que l'endroit où on payait était juste à côté de la sortie. On a mangé à l'extérieur, juste à côté de la rue pour partir. Je pense que notre serveur a cru qu'on partait sans payer, mais non, pas du tout. Et donc il était très agressif et il me demandait cash code. Alors moi je comprenais rien. Et au bout de 5 ou 6 fois j'ai compris. Il me demandait cash or card. C'était pas très clair, mais le mec est venu me gueuler dessus quasiment parce que je comprenais pas. Pas très sympathique. Après, on a beaucoup mangé de feed aussi, surtout le midi, pour pas trop perdre de temps et pouvoir faire plus de choses pendant la journée. C'est surtout le soir qu'on a mangé dans des restos. Le deuxième soir, par contre, c'était pas un resto qu'on a fait. On a mangé des hot dogs sur la place principale de Sibiu, là où il y avait la fête. Donc, des hot dogs qui étaient assez bons. Et puis à Sigishuara, on a fait un 4 étoiles qu'on a payé 27 € pour 2 personnes. C'est vraiment ridicule pour ce qu'on a eu comme prestation, parce que c'était vraiment très bon, quoi. Enfin, je sais pas si ça vaut un 4 étoiles français, mais en tout cas c'était très bon. Donc c'était au Casa Georgius Strauss et on a vraiment bien mangé. On a mangé en entrée, c'était du beurre, mais c'était étrange comme beurre, je sais pas, ça ressemblait pas à du beurre, mais c'était très bon. Je pense qu'il y avait des épices avec, probablement. Du poulet avec du bacon, il y avait des champignons, et tout ça pour 27 €. Après, à Brasov, on a essayé un restaurant hongrois, parce que j'avais envie de retester un goulash. Sauf que finalement, leur goulash, c'était plutôt des soupes de goulash, donc je me suis dit que il serait jamais aussi bien que celui que j'avais fait à Prague. Je suis parti plutôt sur une soupe aux haricots avec des saucisses. Loeva a pris une poulet en sauce et des pâtes. Et puis après, on a pris un dessert, mais il était vraiment pas fou le dessert. Le 7e soir, on est allé manger à Babadag, dans un restaurant. Je crois que c'était dans le seul restaurant d'ailleurs qui était ouvert. Et juste avant d'aller manger, on le voit pas clairement dans la vidéo, mais on a rencontré un gars qui faisait la manche, qu'on pensait être une personne qui surveillait le parking où on s'est garé. Il nous demandait de l'argent. On lui a pas donné parce qu'on n'avait pas en liquide comme ça, en petite quantité. Et il est parti en quémander à d'autres personnes. Et il est revenu avec un billet de 5 leu, donc ça fait même pas... Ouais, ça doit faire 1 € peut-être. Il était trop content en train de nous montrer comme ça. Et c'est pour ça qu'on éclate de rire, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Allô? J'en peux plus. Et ensuite, donc on est allé manger dans ce restaurant où, pareil, personne ne parlait clairement anglais. Tout le monde reste nous regarder en permanence, c'est chiant, j'en peux plus. On parle au serveur, et il dit pas un seul mot, il nous fait juste des signes. Et l'autre pareil justement, oh putain, j'en peux plus. C'est quoi ce pays? Bref. Et le pire, c'est que. Mais tout à l'heure, il nous a encore demandé de l'argent. Et il fait que des signes et puis il a un sourire genre. Oh là là, ça me fatigue. On lui demandait des trucs, c'était pas clair, il comprenait pas trop ce qu'on voulait. Et finalement, on a réussi à manger comme somme toute quelque chose de très basique, du poulet avec des frites. Et on a goûté quand même un pain traditionnel, je sais pas si c'est du coin, mais un pain assez particulier, plat. C'était plutôt bon. Et enfin, le dernier jour, on a fait 2 restos, un le midi à Mamaya, où on a goûté. Donc moi, j'ai pris de la carpe, pas trop cuit, avec de la polenta. Et vraiment, on sentait que le poisson n'était pas très cuit, donc j'ai préféré pas tout manger parce que de peur d'être malade. Et Loeva a pris des moules. Et les moules, elles étaient énormes, mais vraiment, elles étaient longues comme ça, quoi, sans déconner. Et épaisses comme ça. Et elles étaient apparemment pas nettoyées. C'était pas très safe, je pense. Bon, on a mangé dans un restaurant en face de la mer, enfin, à côté de la mer Noire. C'était pas une grande réussite. Loeva a pris des moules, elles étaient énormes, mais elles étaient pas nettoyées, c'est ça? Ouais, c'est pas nettoyé, et puis des moules énormes. C'était un peu dégueu. Très bon. Ouais, ça a l'air un peu dégueu. Moi j'ai pris une sorte de potage de carpe avec de la polenta qui était meilleure que celle que j'avais mangée à Bucarest. Et puis du bacon, parce qu'il appelle bacon, c'est des lardons, des gros lardons. Le poisson il a pas l'air cuit, donc j'ai pas fini non plus parce que j'ai pas trop envie de me rendre malade pour rien. Et en dessert par contre on a pris un brownie, mais le truc c'était une part de brownie qui faisait 10 cm sur 10. Donc ils se sont bien rattrapés sur le dessert. Voilà, passons maintenant à la partie anecdote. Il y a encore quelques trucs à raconter qui nous sont arrivés au hasard sans transition. Alors la circulation à Paris, ça nous a bien embêté quand on est arrivé. Donc déjà, moi je finissais le vendredi soir et on a pris le train donc le vendredi soir.
Donc le train était retardé d'une bonne demi-heure, voire plus. Et donc on est arrivé à Paris, depuis Nantes, donc à Montparnasse. Donc il fallait monter jusqu'à Roissy. Donc normalement c'est très simple, hein. Il faut prendre le métro, puis le RER B, vraiment basique, facile. Sauf que le RER B était en travaux sur 2 jours, en septembre. Et il se trouve que c'était ces 2 jours-là, forcément. Donc on a pu aller Enfin, le RER B, il se sépare en allant jusqu'à Aulnay-sous-Bois, je crois. Et donc on est sorti au max qu'on pouvait aller, à Aulnay-sous-Bois, en cherchant d'autres solutions. On était avec d'autres personnes qui cherchaient des solutions aussi pour aller jusqu'à Roissy, qui avaient un avion pareil. Et puis finalement, on ne trouvait rien. Il fallait qu'on dorme, sinon on allait être dans le mal le lendemain. Finalement, on a appelé un taxi qui nous a probablement arnaqué pour aller jusqu'à Roissy. Et puis le lendemain matin, on a pris la navette pour aller de l'hôtel qui était au Mesnil-Amelot jusqu'à Roissy. Le 7e jour, on était en voiture et on voit un mec sur le bord de la route en claquette en train de marcher. Il marche et il rentre en plein dans une flaque d'eau, rien à faire. Il aurait juste pu faire un détour de 1 mètre sur le côté, non, le gars il continue sur sa direction, il marche en plein dans la flaque d'eau, n'importe quoi. Est-ce qu'on serait pas un petit peu dans le fin fond de la Roumanie ? J'ai comme l'impression. Hein. Ça n'a pas l'air très propre. On vient de voir un mec en claquette. En claquette. Claquette. C'est des claquettes. Un mec en claquette marchait en plein dans une flaque d'eau, les steaks. Ah mais il avait vu la plaque d'eau, il a juste la flemme de la contourner, donc il a foutu les pieds dedans. Il a perdu sa claquette. On est trop méchants de rire, mais... Mec, il faisait 2 mètres de plus, il évitait la flaque d'eau. Hein. Ouais, c'est ça. Même pas 1 mètre, 50 cm sur le côté. Alors j'avais pris 3 pantalons, je crois, pour la semaine. Et il y en a un qui était mort déjà dès le premier jour, qui a fait un gros trou au niveau de mon portable. Et là, il a lâché le premier jour. Alors bien sûr, les premiers jours se sont passés très bien au niveau de la météo. Et forcément, je le sentais venir. Il y avait le karma qui allait frapper. Et au 6e jour, on a eu de la grosse pluie, de la tempête, de l'orage. On a vu aussi sur la route, partout en Roumanie, des affiches pour les élections. Du coup, pour une personne en particulier, c'était Iohannis, l'actuel président maintenant, parce qu'il a été réélu. Et ce qui nous a fait beaucoup rire, c'était que son slogan de campagne, c'était « Pour une Roumanie normale ». Donc, comme quoi, on se disait, c'est vrai qu'elle n'est pas très normale, il y a des gens un peu chelous. Alors, il faut voter pour Iohannis pour une Roumanie normale. Et au début, c'est son slogan de campagne. On se demandait normale. pourquoi. Mais vu tout ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, on s'est dit ouais, la Roumanie c'est pas si normal que ça finalement, surtout sur la route. Pour une Roumanie normale, et le gars a été élu, donc c'est sans doute qu'il y avait un besoin quelque part. Donc le 7e jour, c'était vraiment le jour du karma qui frappait, le jour où rien se passait comme prévu, et le soir on a fait une sortie dans une forêt au sud de Babadagl pour aller voir un peu qu'est-ce qu'il y avait à faire dans le coin, parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et on a fait 10 mètres dans la forêt, sans déconner, pas plus de 10 mètres, et Loeva a marché sur une énorme crotte, on sait pas de qui, de quoi, mais ça sentait pas très bon, et c'était à la limite de vomir, et on s'est dit non mais c'est bon, on arrête aujourd'hui, parce que tout ce qu'on fait ça marche pas du tout, donc on rentre et on va aller manger, et puis c'est tout. Ah bah t'as intérêt à te nettoyer avant de remonter dans la voiture. Hein. Mais t'approches pas, dégage. Dégage. Et puis le dernier jour, c'était vraiment le jour des animaux. On a vu des escargots quand on est arrivé à la CTA Istria. Mais vraiment, quand je dis, on voit pas trop sur les vidéos, mais quand je dis en quantité, c'est vraiment en quantité, quoi. Il y en a vraiment, c'était même pas comptable, quoi. J'en ai jamais vu autant à un seul endroit. Et en plus, on voyait des traces d'escargots qui avaient déjà disparu. Donc, je sais pas combien ils étaient, mais vraiment, c'est assez impressionnant le nombre d'escargots qu'il y avait dans le coin. Et puis, bien sûr, après, les moustiques tigres qui nous ont attaqués. Elle a cru se faire piquer, mais apparemment, ça aura pas été le cas. Mais dans tous les cas, on a décidé de pas rester trop longtemps parce que pour moi, c'était des moustiques tigres, je pense. Donc, dans le doute, on a préféré ne pas rester. Et puis après, sur la route, j'étais en train de conduire et je vois un truc au plein milieu de la route que je pense être un serpent. Je m'arrête quelques mètres plus loin et je vais voir. Et oui, c'était bien un serpent qui s'était du coup recroquevillé sur lui-même. Qu'est-ce qu'on a vu encore ? On a vu des méduses ce jour-là. C'est vraiment le jour des animaux, là. Aussi, on a vu des oiseaux sur la route qui étaient en train probablement de migrer. Ils étaient très nombreux. Ils ont tous décollé au même moment. C'était assez joli. Voilà, donc, et puis quelques dernières informations que j'ai, c'est par exemple il y a pas mal d'éoliennes aussi. On a vu pas mal d'éoliennes, surtout dans l'est du pays. Des grands champs d'éoliennes, une information comme ça. Et puis une autre information, c'est par rapport à l'argent et au coût de la vie. Donc les billets, ils sont assez spécifiques. C'est des billets en plastique. Comme la devise, c'est le lait, un le des laits.
ou un RON aussi. Ça a 2 noms différents, mais c'est la même monnaie, la même valeur. Et ça doit être 0,21 fois l'euro. Après, un rapport de 5. Et donc le coût de la vie est très bas. Enfin, ça dépend pourquoi. Un hôtel ou un resto, c'est assez bas. On a pu prendre plein de souvenirs en dépensant très peu. Un hôtel, en général, on le payait une trentaine d'euros pour 2 personnes. Vraiment, c'est très peu. Et puis, comme je disais, le resto 4 étoiles qu'on a fait, c'était 27 euros pour 2 personnes. Une dernière information pour un peu montrer le coût de la vie. Je prends quelques trucs au hasard. Un parking pour 2 heures, c'est 2,50 €. Enfin, après, ça dépend, c'est une grande ville. Il n'y a pas tout qui est forcément moins cher, mais les termes de Bucarest, donc c'est vraiment un complexe assez évolué. On a payé 13,50 € l'entrée. Donc vraiment, ça reste très abordable. Après, il y avait des suppléments, donc nourriture et compagnie. Donc bien sûr, on a payé plus cher. Là, je vois un hôtel 27 €, un plein d'essence 61 €. Donc l'essence, c'est pas forcément moins cher. Pour avoir une idée, pour donner une idée, le voyage, en tout, ça nous est revenu à 2200 € en gros. Pour 2. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire sur la Roumanie, c'est déjà pas mal, je pense. Puis à venir sur la chaîne, les prochaines vidéos, donc il y aura sans doute le best-of de la Roumanie s'il n'est pas déjà sorti. Et puis je vais continuer sur la série sur la Bretagne aussi, et puis peut-être vidéo sur Nantes quand j'aurai le temps. Probablement les prochains voyages, c'est pas pour tout de suite, mais à voir quoi. Donc pour l'instant, ce sera sans doute la série sur la Bretagne.